parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de Parents Autrement. Bienvenue aussi à ceux qui vont nous écouter en replay sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Je suis Pauline et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée par la lumineuse Mathilde. Salut, enchantée. Bonjour Mathilde. Bonjour Pauline. Comment tu te sens ? Ça va, un petit peu stressée, mais très contente d'être là avec toi. Ouais. Alors cette émission, elle nous intéresse vraiment bien avec Mathilde parce qu'on va parler plutôt d'une pratique. Alors je vais pas dire sportive, mais on peut dire un peu quand même. Un petit peu quand même. Hein, voilà. Qui est le Pilate. Et donc du coup, on va aller voir aujourd'hui pendant 1 heure de temps comment cheminer entre le sport et la maternité, la grossesse qui arrive. Et donc on va aller se balader un petit peu dans ces univers-là. C'est un univers qui me parle énormément puisqu'avant d'être maman, moi je faisais du triathlon, donc ce qui est un sport assez intense. Et que justement, c'était une de mes priorités pour la naissance de mon premier enfant, à la fois de ne pas avoir de séquelles de l'accouchement pour pouvoir remonter sur mon vélo en toute sérénité et courir, voilà, sans perdre mes organes, si je puis dire. C'est mieux. Et donc voilà, c'était la question de l'accouchement et aussi du postpartum et de comment après avec un bébé on y revient en fait au sport. Donc on va aller un petit peu naviguer sur tout ça, mais avant toute chose, comme vous le savez, sur Parents Autrement, j'aime présenter l'humain qui est derrière la belle personne de Mathilde. Donc on va aller la découvrir et voir d'où elle vient, puisque elle avait forcément une vie avant d'être professeure de pilates et doula. Alors, raconte-nous tout. Tu faisais quoi avant ? Eh bien, avant ça, je travaillais dans l'événementiel. J'étais chef de projet événementiel. J'organisais des séminaires d'entreprise et je vendais des activités outdoor dans une belle région pour les touristes qui venaient en vacances. Génial. Donc, j'étais dans cette partie animation et à la fois organisation logistique. Plutôt en interne. J'étais un petit peu sur le terrain, mais j'étais pas mal derrière mon ordinateur et au bureau pour organiser tout ça. Ok. Mais toi, ce que t'aimais vraiment, c'était d'être à 100% sur le terrain parce qu'il y avait le contact humain derrière. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'adore dans l'événementiel, c'est apporter du bonheur aux gens et surtout leur faire passer un moment de plaisir. Ouais. Là, ça passait par l'animation, les animations plutôt ludiques. Ouais. Mais à côté de ça, j'avais une pratique sportive assez intense, assez régulière, disons. Et du coup, j'avais besoin d'être avec ces gens-là sur le terrain et pas que en back-office au téléphone. Ouais. On passait des très bons moments au téléphone, à rigoler, etc. Mais je préférais les voir en vrai et leur apporter un peu de plaisir et de bonheur. Oui, parce que c'est une chose, Mathilde est quand même très sportive, je pense, parce qu'elle vient en vélo tout le temps. Elle se déplace partout en vélo. C'est ma voiture. Voilà. Et faut savoir pour ceux qui n'habitent pas autour d'Aix-les-Bains, mais c'est que ça peut monter assez fort, surtout qu'elle habite dans les hauteurs. Exactement. Donc voilà. Bon, heureusement, il y a l'électricité quand même, parce que à côté de ma pratique de coach sportif, je ferai pas la montée tout le temps en vélo classique, ça c'est clair. Ok. Donc, de l'événementiel, t'as pris conscience que le contact humain pour toi c'était indispensable, mais justement cette combinaison terrain-bureau, ça commence à plus trop te convenir. Et là, tu commences à chercher qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre. Exactement. Là, je me pose la question. Je me dis, écoute, j'aimerais vraiment être 100% sur le terrain. Pourquoi pas à mon compte, histoire d'être plus libre dans mon emploi du temps. Ouais. Qu'est-ce que j'aime faire au quotidien ? C'est du sport. Vraiment, ça fait partie c'est l'autre partie à côté du travail qui me prend du temps. Donc, c'est faire du sport. J'adore le yoga, j'adore le fitness, mais le yoga, il y en a beaucoup dans la région. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Et là, je découvre le Pilate. Je pratique le Pilate et je me dis, mais j'adore. C'est un juste milieu entre prendre soin de soi, la conscience du corps, la détente émotionnelle et l'activité physique qui est assez intense et en même temps en connexion avec le corps. Donc, je me renseigne et je vois que pour devenir prof de Pilates, c'était mieux de passer par un brevet d'état de coach sportif. Donc, c'est parti. Okay. On lâche tout, on démissionne, on fait un brevet d'état, option cours collectif. Okay. Et là, je débarque dans un monde que j'adore. Je me retrouve un petit peu sur le devant de la scène parce qu'il faut animer un groupe et c'est toi qu'on regarde pendant le cours. Donc, j'ai quand même des bouffées d'angoisse, mais j'y suis. Et je vais jusqu'au bout et je passe ce brevet d'état et en même temps, je me forme au Pilates pour après devenir coach sportive et spécialisée en Pilates.
Ok. Donc ça c'est vraiment le lancement. Je me lance à mon compte et j'adore parce que je fais découvrir une nouvelle pratique. Le Pilates, c'est une pratique qui est un petit peu vieillissante. On entend ma grand-mère qui prenait des cours de Pilates et finalement ça se jeunifie un petit peu et surtout tout le monde commence à comprendre les bienfaits de cette pratique-là. Alors pour ceux qui n'arrivent pas encore à voir qu'est-ce que c'est concrètement le Pilates, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples qui peuvent un peu leur permettre de comprendre c'est quoi comme activité le Pilates? C'est une activité de renforcement musculaire des muscles profonds. Quand on parle des muscles profonds, on va pas forcément parler du plus profond de la jambe. On parle essentiellement du muscle le plus profond de nos abdominaux, qui est notre base, qui est notre centre. Et j'aime dire que le Pilates, c'est comme quand on construit les fondations de sa maison. Là, on construit clairement les fondations de son corps. Donc, à partir du moment où on a cette conscience-là, on pratique cette discipline. Après, on peut faire un peu tout le reste puisqu'on a cette intensité dans l'engagement des muscles profonds. Et l'idée, c'est d'aller travailler le muscle le plus profond de nos abdominaux qui s'appelle le transverse, qui fait une grande ceinture abdominale qui va venir vraiment gainer et soutenir nos viscères, nos organes et venir faire une tension dans notre sangle abdominale pour éventuellement avoir un ventre plat, mais on n'est pas là vraiment pour le côté esthétique au début. Pour définir un petit peu le transverse, c'est vraiment cette gaine du corps qui va permettre de soutenir toute notre posture. Ok. Et donc pendant que tu découvres ça, que tu passes tes diplômes, en même temps, du coup, il y a aussi une spécialité qui arrive, une spécialisation même sur la femme enceinte. C'est ça? Ouais, absolument. Il y a plein de modules quand tu te formes en Pilates et il y avait évidemment le module femme enceinte qui a été une évidence pour moi de la passer. La maternité, c'est un sujet passion depuis toujours. Je suis de ces petites filles qui ont regardé Baby Boom avec ma mère de nombreux jours. Je lisais tous les livres de maternité qui étaient chez moi. Vraiment, j'étais passionnée par la question de la maternité, par la question de la grossesse. C'est quelque chose de tellement magique et pour moi mystique qui se définit tellement pas que j'adore. Je pleure à chaque annonce de grossesse. C'est un truc qui me dépasse. Et du coup, me former sur le Pilates femme enceinte, je savais que ça allait être une porte pour après. Je l'ai fait au tout début. Ça a été ma petite base. Et après, je savais que ça allait s'ouvrir plus tard. Je savais pas encore quand, mais c'était l'idée de m'orienter là-bas après. Ouais, ok. Et en effet, quand on comprend, on va y venir un peu plus, mais sur les bienfaits du Pilates pendant la femme enceinte, on voit clairement qu'avec la définition que tu nous as donnée du Pilates, qui est cette action sur les muscles profonds abdominaux, en fait, il y a un lien complètement évident avec la grossesse, puisque les abdominaux vont s'écarter, ils vont quand même bien souffrir, et on va y avoir cette fonte musculaire aussi. Donc, il y a vraiment comme une évidence que ces deux thèmes sont faits pour être ensemble. Se rencontrer et être ensemble. Ok, super. Donc tu t'es formé, c'était au niveau du confinement à peu près, puis ensuite tu as démarré cette installation d'activité progressivement autour d'Aix-les-Bains. C'est ça. Ouais, exactement, dans la région, principalement Aix-les-Bains et Annecy, j'ai quand même 2-3 cours par semaine, Ouais, ok, génial. Parce que t'es d'ici, hein? Oui, j'habite. Bon, à la base je suis lyonnaise, mais maintenant j'habite à Aix-les-Bains, ça fait déjà 8 ans, donc on va dire que je suis un petit peu d'ici. Ok. Pourquoi pas, on va aller sur ce thème-là de ce que ça permet, le Pilates pendant la maternité, la grossesse, en quoi c'est intéressant et qu'est-ce qui se passe déjà pendant la grossesse sur le corps, sur cette partie-là du corps. En fait, la grossesse, c'est un état physique qui va se modifier pendant 9 mois. Donc, le corps va bouger. Il y a plein d'hormones qui vont se mettre en place. On a notamment l'hormone de la relaxine qui va s'installer pendant 9 mois. Simplement, la relaxine, c'est une hormone qui va permettre de détendre les ligaments pour justement venir laisser le bassin bouger, venir laisser les ligaments se détendre pour laisser le passage au bébé. Donc, c'est essentiel à cette étape-là de la vie. Sauf que la relaxine, elle vient tellement tout détendre que ça va aussi créer une fonte musculaire. Tout le bol hormonal va venir relâcher cette partie-là physique. Et l'idée avec le Pilates, c'est de venir soutenir tout ça. C'est de venir vraiment soutenir le corps qui va subir beaucoup de transformations. C'est vrai qu'on dit souvent le mot subir et que c'est compliqué, etc. Mais pas forcément. Ça peut très bien se passer. Juste, évidemment, on change.
le corps se modifie, qu'on le supporte bien ou pas, ça va forcément se modifier. Du coup, le Pilate va venir vraiment maintenir cette masse musculaire. L'idée, c'est de venir soutenir notre posture. Le ventre, il va prendre de la place vers l'avant, donc naturellement, notre posture va changer. Le dos va tirer, le bassin va se décaler un petit peu. Donc, on va venir renforcer pour que la posture soit bien soutenue et que du coup, on supporte beaucoup mieux ce poids qu'on prend. On va aller travailler les muscles profonds. Quand on est enceinte, on a tendance à se dire qu'on va faire moins, qu'on va devoir faire attention. On est encore beaucoup à entendre qu'il faut tout arrêter, que la pratique sportive intense n'est pas faite pour la grossesse, que c'est pas compatible. Moi, je préfère vous dire que tout est compatible. Évidemment, il y a des sports prescrits comme l'apnée, comme les sports à chute. Voilà, ça, évidemment, on fait attention. L'apnée, c'est vraiment interdit, mais sinon, tout ce qui est chute, c'est déconseillé. Après, chaque femme est dans son corps, chaque femme ressent ce qu'elle peut vivre. Donc, on nous dit souvent que c'est incompatible. Donc, quand on tombe enceinte, on va plutôt aller vers des pratiques toutes douces, notamment du yoga. C'est la première chose vers laquelle on peut se tourner parce que on sait que ça va être un aspect de détente, à la fois de relaxation, que ce soit mentale ou physique. Donc, forcément, c'est hyper bénéfique et puis ça nous fait du bien pendant cette phase-là de la vie. Et il y a aussi du mouvement, avec toutes ces postures qu'on peut enchaîner qui vont aider à garder le corps dans un certain mouvement. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur le thème du renforcement musculaire, c'est ça, et de pouvoir permettre au corps de se muscler à mesure que la grossesse elle avance. Exactement. Donc c'est là que le Pilate intervient, où on va avoir une pratique à la fois douce, donc sans impact. On va pas être sur quelque chose d'intense au niveau cardiovasculaire. Par contre, on va être sur quelque chose d'intense au niveau renforcement. Et ça va être vraiment bénéfique pour encore une fois venir soutenir. Personnellement, dans ma pratique, je suis aussi coach sportive à côté, donc j'aime bien mettre des mouvements de fitness et aller mettre un petit peu d'intensité pour prendre du plaisir, pour se sentir puissante, pour se sentir forte. L'idée, c'est que à la fin du cours, on ait lâché un petit peu la tête. On a tellement été concentré sur nos ressentis parce que pendant le Pilate, on travaille avec la respiration, l'engagement du périnée, l'engagement du transverse. Donc forcément, on est obligé de rester focus. Tu peux pas penser à ton après-midi, sinon t'as tout lâché et il y a rien qui marche. Donc ça vient travailler la détente mentale et le renforcement du corps, et du coup généralement 2 jours après c'est possible qu'on ait des petites courbatures et avoir des courbatures enceintes, c'est tellement plaisant de se dire qu'on est forte, qu'on est capable, qu'on a encore des muscles et de retrouver ces sensations là quand on aime bien le sport avant et quand on n'aime pas le sport, de juste découvrir qu'on peut aller se renforcer enceinte et que cet état là de la vie n'est pas destiné à rester alité ou à marcher sur des œufs en permanence hors pathologie quoi. Si tout va bien, on peut y aller. D'autant qu'il n'y a pas de charge pendant les cours que tu proposes, et même n'importe quel cours de Pilates, on vient pas porter des poids ou quoi que ce soit qui pourrait. Donc chacun va au bout de ses propres limites. Oui, exactement. Donc si c'est quelque chose qu'on vient découvrir, parce que pour le coup c'est possible de commencer le Pilates en étant enceinte. Quand on fait un cours de Pilates spécifique aux femmes enceintes, il y a vraiment une adaptation de toute façon la personne ira là où elle est capable d'aller et elle n'ira pas plus loin que ce qu'elle peut aller. Exactement, l'idée c'est de rester dans ses ressentis. C'est aussi cette pratique vient aussi apprendre à s'écouter et à prendre conscience de ce qui se passe dans mon corps et de où je suis et jusqu'où je peux aller comme tu dis. Et alors on porte par charge, mais on porte son bébé plus les kilos qu'on prend petit à petit qui sont tout à fait naturels, mais et le corps s'adapte très bien. Mais il faut du coup, ça vient forcément modifier notre engagement physique. Évidemment, pour porter son bébé, pour se relever du sol, il faut un petit peu d'engagement au niveau des abdominaux, etc. Et c'est tout l'intérêt. On a beaucoup de femmes enceintes. Moi-même, je l'ai vécu en fait, à tout de suite constater que moi, je pense que c'est apparu presque au 1er ou 2e mois de grossesse, d'avoir déjà comme les abdos qui s'écartent et d'avoir comme une espèce de bosse au niveau du nombril qui apparaît. Déjà un signe en fait de ce fameux nom barbare de diastasis qui veut dire écartement des abdominaux, ce qui est en soi quelque chose de normal, de physiologique dans
dans le fait que ça apparaisse pendant la grossesse, mais qui quand même est un signe assez marquant de l'évolution du corps et de la faiblesse de cette sangle abdominale. Et donc je trouve en fait quand je t'écoute parler de ça que ça serait tellement intéressant que chaque femme puisse savoir qu'elle peut soutenir en fait l'évolution musculaire de son corps et pas dans le sens où justement je subis et je laisse cette grossesse prendre énormément de place. En l'occurrence moi c'était 20 kilos tout dans le ventre, ce qui est énorme quand même. Mais bon vous le savez déjà puisque j'ai déjà partagé que moi j'étais de la team gros bébé de plus de 4 kilos et que c'est ok. Mais en soi tu vois c'est quelque chose quand je t'entends parler qui est intéressant de comprendre et surtout quand en plus on a l'habitude de faire du sport. Voilà il y a cette comme ce désert de ok qu'est-ce que je peux faire maintenant comme pratique et quand je constate que dans mon corps ça commence à être lourd à porter même en fait le mot qui vient de ça commence à être lourd à porter, il arrive trop tard. C'est presque à 7 mois ou 8 mois où on commence à se sentir vraiment lourde et puis difficile dans ses mouvements, avoir mal au dos et en fait ce ne sont que des signes de manque de tonus musculaire qu'on aurait pu accompagner si on avait fait du pilate. Oui, complètement. J'imagine. Oui, c'est sûr complètement. C'est vrai que comme tu dis, c'est une bonne image que tu dis. Ce corps qui prend la place et qui du coup vient prendre pas le contrôle mais qu'on laisse aller. Alors que moi j'aime bien dire que je fais équipe avec mon corps et du coup il est en train de vivre une transformation donc c'est à moi d'aller le soutenir et on est ensemble pour accompagner cette transformation. Je peux pas le laisser gérer ça tout seul même si le corps sait faire mais en tout cas j'ai pas envie que ça crée des douleurs pendant, des douleurs après parce que c'est moi psychologiquement qui vais les subir. Donc je vais faire équipe avec lui et on va venir le soutenir pour mieux avancer. Effectivement comme tu dis le poids, le ventre qui va prendre sa place avec la grossesse, ça va venir écarter les grands droits qui sont les muscles en superficie du ventre qu'on appelle tablettes de chocolat qui vont s'écarter pour laisser la place au bébé comme tu dis et si on vient faire du sport sans apprendre à engager son ventre correctement, dans ce cas-là, le ventre va prendre sa place vers l'avant et les grands droits vont se renforcer sans le vouloir sur le côté. Et après la grossesse, qu'est-ce qui se passe? Le ventre se vide, mais les grands droits, si on les a pas protégés, ils vont rester sur le côté. Et c'est là qu'on appelle un diastasis. Et ça, c'est extrêmement désagréable physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Juste de sentir ce vide dans le ventre, c'est pas du tout confortable. Tandis que quand on ressent les grands droits qui reviennent après la grossesse, là, on se sent beaucoup plus soutenu et beaucoup plus tonique dans notre corps. Et de même, aller pratiquer une pratique de sport pendant la grossesse va, comme je disais, venir amener cette sensation de puissance et de force et de je vis bien ma grossesse et je suis bien avec ça et je soutiens. Surtout qu'il peut y avoir peut-être une piste de réflexion parce qu'on le dit assez souvent que le corps est intelligent, il s'est fabriqué tout seul un bébé. Donc on pourrait se dire est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller faire du renforcement musculaire? Il faudrait peut-être pas oublier que maintenant en tant qu'humain moderne, nos activités physiques sont vraiment réduites. On passe beaucoup de temps assis, la plupart du temps devant un bureau, un écran ou quoi que ce soit. Ou alors on vient, si on a une posture debout, c'est peut-être des postures où on va piétiner beaucoup, mais on n'est pas dans la marche longue ou la marche qui tient en forme. Donc je pense que ça arrive souvent pour des personnes dont l'activité vraiment physique qui pourrait être augmentée pendant la grossesse, c'est-à-dire de marcher, d'avoir des choses qui nous font nous baisser, nous relever, nous mobiliser finalement dans notre quotidien, ça n'existe pas. J'avais entendu quelqu'un qui disait le meilleur moyen de rester en forme, c'était de vendre sa table et ses chaises et de manger par terre. Oui, pour s'asseoir et se relever tout le temps. Parce que on serait dans vraiment une vraie dynamique de mouvement, de se baisser, de prendre des appuis et donc là on vient vraiment se mobiliser intégralement. Mais tout est bien organisé aujourd'hui dans notre monde pour qu'on n'ait pas d'efforts à faire. Et notre corps, du coup, il est aussi à cette image-là. Oui, c'est sûr. Et puis, ce que tu soulèves, c'est effectivement, moi, j'arrête pas de dire que le mouvement, c'est la vie. S'il n'y a pas de mouvement, le corps se cristallise. Et du coup, cristalliser des douleurs pendant, en plus, la grossesse, ça fait que ressortir ces douleurs en postpartum. Et vraiment, cette dynamique de rester dans le mouvement, ça permet de faire circuler dans le corps, de faire circuler dans la tête, de laisser de la vie circuler à l'intérieur. Et ça va pour tous les états de la vie, physique ou émotionnelle. On peut pas s'arrêter, en fait. On n'est pas fait pour être à l'arrêt. Exactement.
Et en parlant du coup, puisque là on est vraiment sur le sujet du sport et de la grossesse, je voudrais faire un petit clin d'œil justement, puisqu'avant, comme je vous disais, je faisais du triathlon. Et actuellement, on a une ancienne collègue athlète qui s'appelle Manon Genet, qui est enceinte de jumeaux et qui est donc triathlète professionnelle et qui parle justement pas mal en ce moment de ça, de sa poursuite en fait du sport et de ses activités physiques dont elle a besoin en plus parce que c'est son métier, mais aussi pour toutes les autres sphères émotionnelles, mentales que ça vient toucher dans le besoin d'être en mouvement et d'être en activité et qui permet de montrer cette image de oui, c'est possible de continuer à faire une activité physique. Bien entendu, on va pas commencer une activité physique comme le triathlon pendant sa grossesse. On évite. On évite. Mais quand on est habitué à courir, on est habitué à nager, on est habitué à faire du vélo, il y a des moi j'aime bien ces partages-là parce que du coup ça, comme c'est une personne qui est connue publiquement, ça permet un petit peu d'être inspirant en fait pour toutes ces autres femmes qui ont aussi à leur niveau une activité physique avant la grossesse et de les inviter finalement à poursuivre, continuer tant qu'il n'y a pas de pathologie évidemment, tant que maman et bébé vont bien, continuer en fait à pratiquer cette activité-là qui vous fait du bien tout simplement. C'est sûr. Sinon, on peut vite tomber aussi dans la déprime pour le coup, d'arrêter alors qu'on était bien avec ça. Ouais. Autant continuer de façon adaptée. On le rappellera toujours, le sport adapté pendant la grossesse, mais ne pas s'arrêter, sinon on peut vite se faire mal à la santé mentale. Exactement. On va faire une première pause musicale. Vous êtes sur Parents Autrement avec Pauline et Mathilde, et c'est Mathilde qui a choisi d'ailleurs les titres de cette émission. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents Autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et re-bienvenue à vous qui nous écoutez en direct sur le web ou sur le replay de la chaîne YouTube Radio Grand Lac. Je suis avec Mathilde et on parle de pilates, de maternité, de grossesse, de sport, de tout ça. Avant la pause musicale, j'expliquais du coup qu'il y avait plusieurs personnalités publiques qui, au même titre d'ailleurs que l'allaitement et de promouvoir l'allaitement et la reprise du travail ou l'allaitement long et tous ces sujets autour de l'allaitement, qu'il y avait d'autres personnes aussi qui venaient dire que le sport et la grossesse, ça peut être complètement compatible et que c'est même important de pouvoir s'écouter et de continuer si c'était une pratique qu'on avait avant et puis qui nous fait du bien, puis qu'il n'y a pas de contre-indication médicale. Donc voilà. On en revient du coup forcément aux bénéfices pour l'accouchement. Moi en tout cas avec ce petit passé de triathlon que j'avais là, en tout cas c'est quelque chose qui moi me motivait de me dire j'ai pas envie que l'accouchement et comment ça va se passer puisse avoir des des conséquences qui m'empêcheraient après de reprendre une activité physique ou qui rendraient ce chemin-là hyper compliqué et hyper long. Donc j'avais vraiment mis le focus sur ça, et c'est en ça en fait que le respect de la physiologie de la naissance m'est apparu, et c'est d'ailleurs peut-être cette petite étincelle qui m'a amené à faire cette reconversion et ce métier actuel de doula. Mais donc du coup là maintenant pour ce deuxième temps ensemble, on va venir parler du focus sur la naissance, sur l'accouchement, et de en quoi en fait le Pilate va venir soutenir en fait ce processus-là. Donc pour ceux qui sont encore assez sensibles aux histoires de naissance, puisque là on va vraiment rentrer dans le détail de certaines parties. Je vous invite simplement, si c'est quelque chose que vous voulez pas entendre des récits de naissance, à faire pause pendant 20 petites minutes et puis à revenir avec nous un peu plus tard. Et sachez qu'en tout cas, on va l'aborder, puisque on est toutes les deux doula, on va l'aborder avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de sécurité. Et s'il y a des moments qui vous déclenchent des émotions fortes, je vous invite simplement à aller regarder à l'intérieur de vous pourquoi ça vous touche autant, ce passage-là précisément. Et puis à peut-être y revenir en étant accompagné par quelqu'un qui est formé à l'écoute, centré sur la personne, à cette écoute empathique véritable pour vous aider à aller voir qu'est-ce qui se cache derrière. Donc bien entendu que les doulas, c'est notre spécialité, l'écoute et l'accompagnement de ces émotions qu'on ressent par rapport à une situation. Mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent être formées
formés comme peut-être des psychologues ou des thérapeutes. Donc voilà, c'est cette invitation-là que j'avais envie de vous donner avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'accouchement et du périnée et du pilate. Donc Mathilde, est-ce que tu pourrais déjà nous donner une définition du périnée ? Bien sûr. Qu'est-ce donc ? Le périnée, c'est mon centre de travail. Vraiment, c'est toute la journée, le périnée avec moi. Je ne commence jamais un cours sans mon schéma du périnée pour les nouvelles personnes qui arrivent, simplement pour qu'elles puissent visualiser et comprendre de quoi on va parler pendant le cours. Ça me semble hyper important de visualiser pour avoir la conscience dans son corps de où ça se passe. Donc je vais essayer de vous le faire sans schéma. Le périnée, c'est un muscle du petit bassin qui va s'accrocher du sacrum jusqu'à la symphyse pubienne. Donc si vous pouvez l'imaginer, ça part de l'arrière, ça revient vers l'avant et ça fait comme un hamac qui va venir soutenir notre petit bassin. Ce périnée, il va s'enrouler autour de l'anus et autour du vagin, clitoris, urètre chez les femmes et de la verge chez les hommes. Les hommes aussi ont un périnée. Grande nouvelle, tu l'as dit, super. Et donc c'est un muscle qui va vraiment s'entourer autour des sphincters et faire un grand hamac de part et d'autre, à droite, à gauche, devant, derrière, pour venir soutenir le bassin. C'est plein de couches de muscles, le périnée. Il va venir à la fois se renforcer en le contractant, mais aussi se relâcher avec les hormones pendant la grossesse pour justement venir laisser passer le bébé. C'est lui qui va s'étirer au moment du passage du bébé, au moment de la naissance, et qui va revenir à sa forme, à son état initial en postpartum après une bonne rééducation. Il est forcément détendu, mais un muscle qui est renforcé, c'est un muscle qui est plus souple et du coup qui va pouvoir se détendre plus facilement et revenir plus facilement après. Donc il est très bénéfique au cours de notre vie. Si on a un périnée qui est détendu, on a des problèmes urinaires, on a des problèmes au niveau du sphincter, on a tous ces petits soucis qui sont des soucis très désagréables au niveau psychologique et social. Donc, il peut se renforcer, d'ailleurs, je préfère le préciser, tout au long de la vie. Si on a des soucis au niveau du périnée à 60 ans, on peut encore le renforcer, c'est pas du tout trop tard. Mais c'est souvent un muscle qu'on entend parler au moment de la grossesse et notamment après, au niveau du postpartum. On en prend conscience après, au moment de la rééducation, mais du coup, on en a très peu conscience avant. Et c'est là que j'aime vraiment faire ce travail d'information. C'est en amont, en fait, et dans notre vie de femme, qu'on ait un bébé ou pas de bébé, de prendre conscience de tous les muscles de son corps et de notamment celui-ci qui va être vraiment bénéfique à la naissance. Exactement. Ici, avec Mathilde, toutes les deux réunies, en fait, on a donc 3 bébés qui sont venus par nous et avec 3 types de naissances différentes. Et quand on a préparé l'émission, on a pu vraiment voir en fait des différences sur l'accouchement dans son déroulement et aussi dans notre propre conscience, nous, avec notre périnée. Pour le coup, moi, donc mon premier enfant, quand il est né, je n'avais aucune idée de ce qu'était un périnée. Je n'avais juste entendu parler que de l'épisiotomie et que je voulais vraiment l'éviter. Et donc, la seule chose que j'avais conscience, c'était que oui, c'est un muscle, mais que c'est un muscle qui a une capacité incroyable de s'étirer et que plus je suis en capacité de relâcher et puis de laisser le bébé venir faire ce travail d'étirement progressivement sans vouloir forcer les choses et d'aller plus vite que le rythme qui est imposé par mon corps et mon bébé, je mettais de plus en plus de chances pour qu'il ne déchire pas ou qu'il n'y ait pas besoin d'aller faire une épisio. L'épisiotomie, pour dire pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on vient inciser plusieurs couches en fait de ce tissu là pour permettre le passage du bébé. En soi, moi, je suis extrêmement convaincue que tous les périnées sont capables de laisser passer le bébé. Voilà. On peut faire des gros bébés, la preuve en est. La preuve en est, puisque du coup, mon premier enfant qui faisait 4,6 kg est passé sans problème, avec péridurale, du coup, mais il est passé sans problème et sans déchirure, ce qui est quand même assez incroyable. Mais pour autant, parce que j'étais vraiment connectée à l'écoute de mon corps, et ça aussi, c'est le sport qui, pour moi, m'avait vraiment appris ça. C'était appris à écouter mes sensations, à savoir quand je suis OK et quand c'est pas OK. Et malgré toutes les informations que la sage-femme et l'auxiliaire à côté de moi me disaient de pousser, de faire ci, de faire ça, j'étais vraiment dans cette conscience et j'y allais avec douceur et beaucoup d'amour
et lenteur en fait. Ce qui est bien que, aussi surprenant que ça soit, mais bon, il a mis 45 minutes à sortir, ce qui est complètement normal, mais dans les standards et protocoles, au-delà de 20 minutes, ça y est, on appelle toute la cavalerie, et pour autant c'est pas nécessaire parce que bébé allait très bien, moi j'allais très bien, on a juste vraiment laissé le temps, et la sage-femme n'était juste pas au courant que mon bébé était juste très gros et elle a été énormément surprise. Elle m'a vraiment confié que voilà, si elle avait vu mon dossier avant, elle n'aurait pas laissé les choses se faire comme ça. Donc à mon avantage, merci de ne pas avoir lu mon dossier, et c'est d'ailleurs grâce à cette phrase que je suis devenue doula au passage. Mais c'est juste pour dire que vraiment quand on est dans cette écoute et de faire équipe, ce que tu disais réellement, faire équipe avec son corps et de suivre les mouvements impulsés par son corps et dans la confiance, mais en fait il y a aussi toute cette atmosphère autour qui va changer toute une histoire de naissance. Voilà. Et même quand on a une péridurale, voilà, et qu'on ne sent pas vraiment, parce que voilà, la péridurale va faire que on nous demande de faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi faire du tout. Il y a vraiment, j'étais coupée de ces sensations-là. Donc c'est en ça que ça aurait pu être soutenant, je pense, encore plus pour moi d'avoir pu travailler sur ce périnée, mais plutôt en postpartum, et ça on y reviendra après, en dernière partie d'émission par rapport au postpartum. Toi, Mathilde, tu as eu une naissance complètement différente. Ouais, complètement. Est-ce que tu veux bien nous partager du coup comment ça s'est passé, et puis avec ton regard aussi de cette conscience du périnée que tu as eu, et voilà, comment ça a été pour toi? C'est vrai que au-delà de la conscience du périnée, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que le sport et par ma pratique du Pilates, ça permet d'apporter cette conscience du corps et du coup des sensations physiques, et du coup de où sont mes muscles, de où sont mes organes, et de vraiment visualiser toute mon anatomie et ce que je travaille et comment je le travaille. Donc ça, c'est pour moi vraiment le plus du sport et du Pilates. Moi, je suis tombée enceinte 2 fois. J'ai eu une première grossesse qui s'est arrêtée au bout de 2 mois. Donc ça a été une épreuve très difficile, et là encore, la conscience du corps m'a beaucoup aidée pour comprendre ce qui se passait et pour comprendre comment j'allais récupérer. Et puis ensuite j'avais mis en stand-by le projet parce que ça a été vraiment très difficile émotionnellement et psychologiquement. Et puis une nouvelle grossesse s'est présentée à nous de façon surprise complète, et on a adoré ce signe-là de la vie. On l'a pris avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour et beaucoup de peur aussi. Après une fausse couche, c'est très angoissant pour moi. Ça a été des mois très longs avant de vraiment m'investir dans cette grossesse et de sentir le plaisir d'être enceinte. Une fois que ça s'est bien installé, j'ai pris beaucoup de plaisir, et j'ai crapahuté jusqu'au dernier moment. Je dansais, j'ai dansé sur les tables en soirée jusqu'à la fin, avec beaucoup de joie et de conscience dans mon corps. Et j'étais partie pour un accouchement physio dans l'eau que j'allais gérer 100%. J'ai choisi une maternité à Saint-Julien-en-Genevois, où je savais qu'ils étaient bien formés pour ça, pour accompagner à la naissance physio. J'étais au taquet, vraiment, j'avais pas peur, j'étais confiante à 100% que le corps de la femme sait accoucher, et du coup, je me disais, mais je connais mon corps, on va y arriver, j'ai pas de doute, etc. Donc, on y est allé la fleur au fusil, les premiers parents, la première fois, etc. Donc, vraiment innocent, et en même temps confiant. Et ça s'est pas du tout passé comme prévu, évidemment. La vie m'a amené un autre chemin, et je le prends vraiment comme pas une leçon, mais comme un apprentissage pour le coup. J'avais tout prévu dans ma tête, et généralement quand ça se passe comme ça dans ma vie, c'est que on me donne l'exact opposé. J'ai d'abord perdu les os dans la nuit en me disant, on était à J+3, donc vraiment on attendait vraiment les mains croisées sur le canapé que ça arrive. On n'en pouvait plus. Ça a enfin déclenché dans la nuit, donc la joie pas possible, mais on n'avait pas dormi encore, mais c'est pas grave. On y était, ça allait arriver, on était trop contents. J'ai eu quelques petites contractions de pré-travail, vraiment comme quand on a ses règles, donc c'était léger. Très très léger, absolument rien pour moi. On part à la maternité, et moi je me mets j'avais lu mon livre, j'étais à fond dans ma formation de doula, je voulais me mettre dans la bulle, je voulais me créer un espace avec l'ocytocine à fond pour que ça déclenche correctement.
Bref, je laisse tomber cette histoire parce qu'en fait, j'avais qu'une envie, c'était de parler avec mon chéri et de parler de tout et rien tellement on était excités et trop contents d'aller à cette naissance. On arrive à la maternité. Bonjour, on fait un petit contrôle, vérifie que tout va bien. Je vous pose un monitoring comme depuis 3 jours parce qu'on faisait des contrôles. Très bien. Et on se dit, bon, allez, on ferme les volets parce que il faut qu'on dorme. Et on s'apaise et je me semi-endors et là, je sens mon cœur qui ralentit très très fort. Et la machine qui commence à biper juste à côté de moi. Ouais. Et puis, bon, vraiment, j'étais pas inquiète. Je me dis, mince, le capteur a dû bouger, je vais le remettre parce que c'est normal, quand le capteur bouge, on ne capte plus le cœur du bébé. Et puis, en fait, il y a 12 personnes qui débarquent dans la chambre et c'était pas le capteur qui avait bougé. C'était ma fille qui avait ralenti très, 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 très bas, beaucoup trop bas, au bout de 5 minutes de monitoring, 5 minutes d'arrivée à la maternité. Ouais. Donc là, on rentre dans un autre processus de panique avec les équipes qui défilent, les brancards qui défilent dans le couloir, les tiroirs qui s'ouvrent, tout tombe, tout panique. Tout le corps médical qui débarque dans la chambre. Tout le monde panique, sauf toi. Sauf moi, de façon extérieure, je panique pas. Vraiment, je reste calme. Ouais. Je me dis, ok, on va y aller. Ça va, tu sais où tu vas aller, Mathilde. Oui. Je connais l'issue de ce qui est en train de se passer. J'attends juste d'entendre le mot que j'attendais. Je les entends. Code rouge. Ok, césarienne, code rouge. Rachis, anesthésie. Ouais. La rachis, anesthésie, je l'avais pas tout à fait anticipé. Mais j'entends ce mot-là. Je sais qu'on va y aller. Je respire vraiment Alors mon corps est en train d'absorber le stress. Par contre, je tremble comme une feuille, mais dans ma tête, je me dis on y va. Ouais. Et tu sais à quoi t'attends, tu sais ce qui va se passer parce que t'es préparé. J'avais préparé en amont avec mon amie doula la césarienne. On avait parlé de la naissance. Ma plus grande peur, c'était la césarienne, donc on en avait beaucoup parlé. Elle m'avait tout raconté. Il se trouve que c'est une de mes amies qui est doula, qui était aussi infirmière, qui a fait beaucoup de césariennes en bloc, qui du coup connaît chaque détail d'une césarienne d'urgence ou classique. Donc elle m'avait absolument tout détaillé, donc je savais exactement où j'allais, ce qui fait que j'ai pas paniqué. Ouais. J'étais en confiance de ce qui allait se passer, de ce que mon corps allait vivre et de ce que j'allais vivre. Ouais. On m'a dit restez connecté avec votre bébé. Ça, c'était très compliqué de rester connecté avec mon bébé. Par contre, j'essayais vraiment de rester calme dans ma tête et calme dans mon corps. Et puis, par contre, la rachis-anesthésie, ça m'a coupé de tout. C'est la première fois de ma vie que j'étais anesthésiée. Je sentais absolument rien du tout. Et là, ça a commencé à être un petit peu l'angoisse à l'intérieur. Donc, je me suis dit, Mathilde, tu respires. Ouais. Tu sais, ton corps va gérer, tu vas gérer. Surtout, fais de la place. Respire. Visualise beaucoup de lumière dans ton corps, beaucoup dans ton ventre, beaucoup au niveau de l'endroit où ça va se couper. Parce qu'en fait, tu n'as pas la maîtrise maintenant. C'est le corps médical qui va s'en occuper. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est envoyer de l'amour et de la détente. Et reste dans ton corps, même si tu le sens pas. Ne pars pas dans ta tête, ne pars pas dans l'angoisse. Reste là. Et donc, je me suis coachée à 100% jusqu'au bout. De toute façon, j'étais toute seule, donc il y avait que moi pour le faire. Donc, je me suis coachée jusqu'au bout et je me suis dit, tu vas le vivre, ça va passer. L'important, à ce moment-là, c'est que vous soyez en vie et on gérera après l'angoisse, les peurs, la psychologie. On verra plus tard. Pour l'instant, tu restes là. Okay. Et donc, j'ai respiré. Je me suis visualisée et cette petite est née comme je la voyais pas. Il y avait le champ opératoire. On m'a proposé d'ouvrir ce champ opératoire. J'ai pas osé, mais j'ai fait confiance et je l'ai entendu derrière le champ opératoire faire. Je me suis dit mais elle est pas sérieuse cette enfant. Elle arrive comme sur une pièce de théâtre quoi. Donc ça m'a mis un peu de baume au cœur. Je me suis dit ok. Après il y a eu des petites complications. C'était un petit peu compliqué pour elle. Je me suis retrouvée toute seule et là de se retrouver toute seule, il a fallu encore une fois respirer, ne pas partir dans la tête, rester dans mon corps, rester dans l'accompagnement de tout ce qui se passait en fait. Je me disais si tu bloques maintenant, si tu crées de l'angoisse maintenant, tu vas rester dans cette émotion là pour 20 ans. Donc vraiment laisse aller et fais confiance, ton corps il va récupérer et tu vas l'accompagner. On fera équipe après. Je te propose c'est qu'on aille voir comment tu as pu acquérir cette force mentale juste après cette deuxième coupure musicale. Ça marche. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac.
Et bienvenue à vous pour cette dernière partie d'émission. Je suis avec Mathilde et on est en train de parler de pilates, de grossesse, d'accouchement, de maternité et on va aller aussi vers la parentalité. Mathilde était en train de nous partager la naissance qu'elle a vécue pour sa fille qui était donc par césarienne. Et dans son témoignage, il y a vraiment quelque chose moi qui m'a touchée, c'est la force mentale avec laquelle elle vit ce qui lui arrive, dans le sens où de mon regard extérieur, ce que je vois, c'est qu'il y a eu ce que tu as mis en place, c'est-à-dire cette préparation de tous les scénarios de naissance. Et c'est une réalité. On n'a pas de boule de cristal pour prédire que telle naissance va se passer comme ça. Et donc, certains, ça va être un avantage de vraiment d'aller explorer tous les scénarios dans un cadre de sécurité. Et c'est ce que toi, t'as fait avec cette personne doula et infirmière qui connaissait ce milieu, avec laquelle t'as pu aller faire lever toutes ces peurs, toutes ces questionnements qu'on peut avoir sur qu'est-ce qui se passe pendant une césarienne. Ça peut être assez questionnant par rapport aux manipulations dans le corps, les ressentis ou l'absence de ressentis, ou qu'est-ce qu'on fait à notre bébé, ou il y a vraiment plein de choses. Et donc d'être juste préparé, ça permet aussi d'avoir un peu cet état de sérénité, de confiance et de tranquillité, et finalement de garder ça en soi, de pas craquer et de partir, comme tu disais, de partir dans le mental et commencer à cristalliser des peurs et des croyances limitantes qui vont ensuite influencer ta parentalité derrière. Et donc du coup, ouais, c'est vraiment ce regard-là en fait qui est vraiment intéressant. Mais je pense qu'il y avait pas que ça. Je pense qu'il y a aussi avec le Pilate cette conscience de ton corps qui a permis vraiment d'accompagner aussi, il me semble, la sortie un peu de ton bébé. T'as pas été dans le... Oui, c'est vrai que, alors, on dit souvent que, maintenant, dans une césarienne, tu peux, quand elle est de façon préparée, par exemple, tu peux pousser, tu peux accompagner. Ouais. Même si t'es anesthésié, tu peux pousser. Ouais. C'est exactement ce que tu disais avec la péridurale. Même si tu sens pas, tu comprends où ça se passe. Et du coup, tu peux accompagner avec la conscience de où ça se passe. Ouais. Et pour être honnête, moi, j'ai pas eu cette sensation de pousser ou cette conscience d'aller chercher à pousser. Par contre, à faire de la place et à comprendre où ça se passait, oui. Et après, je savais que le Pilate, ça m'a donné cette conscience du corps et je me suis dit, ça va me servir pour après. Ouais. Ça, c'est sûr. Et pour l'instant T, c'était vraiment le mental et le coaching perso où je me suis dit, je fais équipe avec moi-même, ne te laisse pas tomber. Si tu te laisses tomber, il y aura personne pour te rattraper. Donc vraiment, reste avec toi et te lâche pas. Et ça, c'était pour le coup le côté coaching que je me suis donné quoi. Ok, top. Du coup, à la suite de ça, il y a quelque chose par contre qui est intéressant et qui pour moi mérite juste de faire une petite parenthèse. C'est sur le vécu après cette naissance. On en a parlé en préparant l'émission. Pour certaines, enfin même pour la plupart des femmes, le passage d'une naissance du bébé par la voix basse dans cette puissance-là, quand il n'est pas médicalisé, parce que en fait oui c'est ça, c'est que quand il y a une naissance qui est médicalisée, c'est ce que toutes les deux on a expérimenté avec les premiers bébés qu'on a eus, il y a comme cette absence de connexion à cette puissance incroyable qui se dégage et qui vient perturber après la mise en place d'une parentalité, qui vient perturber sur l'identité qu'on peut avoir. On peut perdre notre identité, on peut se sentir vraiment chamboulé et en fait on a comme ouvert un peu la réflexion de se dire est-ce que ce serait en lien avec cette médicalisation, voilà, qui vient couper les sensations du corps. On sent pas ce bébé naître et au regard d'une naissance non médicalisée où là on sent absolument tout et où même émotionnellement il y a quelque chose aussi qui se passe assez de dingue. Moi c'est ma deuxième où je l'ai pu le vivre sans péridurale et avoir c'était tout autre chose. Vraiment c'était beaucoup plus animal, mammifère, reptilien, instinctif. Voilà, c'est vrai que ma sage-femme parlait qu'à un moment donné, il y avait comme le cri de la guerrière qui sort, et c'est ça. Il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre vraiment, qui est inexpliqué pour l'instant, et donc c'est aussi en ça que on avait envie de faire un aparté pour ouvrir ce champ des possibles, que parfois c'est ok en fait avec la naissance qu'il y a eu.
de la façon dont ça s'est passé, ça peut aussi expliquer notre parentalité qui peut être un petit peu différente de l'idéal qu'on s'était fixé. Ouais. Et c'est juste de s'accueillir et de s'ouvrir à cette possibilité. C'est vrai que ça vient pas mal chambouler. Moi, j'avais vraiment cette image, comme tu dis, de l'accouchement physio sans péridurale ou en tout cas par voie basse, péridurale ou pas. J'avais cette sensation que l'accouchement par voie basse, ça allait m'apporter de la puissance parce que j'allais faire ce passage de la femme enceinte à la mère et c'est moi qui allais être actrice de cette étape-là. Donc je l'attendais en fait. Et parce que j'ai eu du mal avec cette grossesse au début, suite à la fausse couche. J'avais beaucoup de mal à prendre confiance en moi, à prendre confiance. J'avais confiance en mon bébé, je savais que c'est lui qui gérait quasiment tout, mais j'avais pas confiance en moi et du coup j'attendais cette naissance vraiment de pied ferme pour faire ce passage et me sentir capable. Et donc c'est venu un petit peu me couper l'herbe sous le pied. Et c'est exactement là que le travail a commencé. Après, au moment du réveil, c'est de où est-ce que je suis passée en fait, qui je suis maintenant. Je suis passée de enceinte à mère en 1 heure de temps. Du début du travail jusqu'à avoir mon bébé dans les bras, tu vois, ça a été tellement express que du coup j'ai pas eu le temps de conscientiser la chose et ça a découlé derrière sur beaucoup de non confiance en moi, encore plus avec la césarienne où c'est mon chéri qui a pris le relais parce que je pouvais pas me lever, je pouvais pas la porter. C'était vraiment très douloureux et je devais rester au repos pour le coup de charge pour récupérer correctement. Donc c'est mon chéri qui a pris le relais et c'est merveilleux, il avait de toute façon envie de prendre sa place, mais là il n'avait pas eu le choix et du coup ça a été un lien incroyable. Mais moi du coup je me suis mis en retrait et je me suis dit j'ai pas ce lien là avec ma fille et je leur laisse à tous les deux. Mais où est le mien, je sais pas, et ça m'émeut encore. Bien sûr. Je sais pas encore où est-ce qu'il est. J'ai confiance qu'il va venir. Je réalise ce que j'ai fait pour elle, ce que j'ai fait pour moi, de nous accompagner dans ce moment-là difficile et intense. Mais ça vient énormément découler derrière. Et c'est ce qu'on disait en préparant, il me manque une pièce du puzzle encore. Oui, exactement. Et elle va venir, je sais, elle est en train d'arriver petit à petit. Je prends confiance. Et en moi surtout, et en nous. Mais cette naissance, elle m'apprend énormément sur moi et sur trouver ailleurs que dans ce que j'avais imaginé. Comme tu dis, je m'étais fait un schéma de où j'allais trouver la confiance et la puissance. Je vais la trouver ailleurs et je pense que si j'ai vécu ça, c'est pour le partager, le vivre et du coup trouver de la puissance là-dedans aussi. C'est ça. Mais ça vient beaucoup chambouler l'identité et après je pense qu'il y a vraiment des sensibilités différentes. Je connais plein de femmes qui ont vécu des césariennes qui se sentent mères. J'en connais pas beaucoup, mais comme je connais des femmes qui ont un accouchement physio et qui ont du mal avec la connexion, il y a tous les schémas, mais c'est vrai que j'entends beaucoup par césarienne où il manque ce bout-là. Et peut-être que parce que le corps a été endormi, il y a des cellules et des mémoires qui sont pas passées. J'ose à croire ça et il a été coupé, il a été abîmé ce corps et du coup ça vient rajouter de l'intensité et peut-être de la perte de confiance et d'ancrage en tout cas, tu vois. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne détient pas la vérité, la réponse, l'explication de ce phénomène. Mais en tout cas, merci Mathilde de te montrer authentique dans ce partage-là et de nous permettre d'en parler et de pouvoir le poser. Quand il manque une pièce du puzzle et le après, comment il se construit et que ça peut prendre du temps et que c'est encore ok que ça soit un sujet sensible. Justement aussi, moi je trouve que de mon regard à moi, ça me touche que ce soit quelque chose que tu aies vécu parce que quelque part une maman qui va venir à ton cours de pilates en postpartum, je crois que tu as ce quelque chose d'unique qui va pouvoir permettre cet accueil et ce chemin-là en fait. C'est ma sensation. Voilà. Oui, on passera autant par le mental que par le corps et qu'il y a l'accueil de tout ça. C'est ça, il y a des choses qui vont pouvoir se passer ensuite.
Parce que du coup, évidemment, tu proposes aussi des cours de pilates en postpartum, et là, ça fait encore plus de sens dans la récupération, puisque c'est ce qu'on disait, c'est même quand il y a une naissance par césarienne, il y a une rééducation du périnée. S'il vous plaît, obligatoire. ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de passage de bébé que du coup on peut comme zapper. Pendant 9 mois. Il y a eu quand même l'apport d'une charge qui est le bébé et tout son ensemble. Donc c'est encore intéressant de venir assister à ces cours de pilates en postpartum avec son bébé. Ouais, exactement. Et puis surtout pour venir rééduquer, comme tu dis, venir compléter le travail que vous faites avec les sages-femmes et les kinés, c'est que du plus, parce que on prescrit souvent les rééducations du périnée, très peu les rééducations abdominales. Pensez à demander des rééducations abdominales, que ce soit une césarienne ou pas. Les abdos ont été étirés et ils ont besoin de revenir. C'est justement eux qui vont venir soutenir le périnée. Ça passe par là. C'est pas le périnée qui vient tout soutenir. Il faut des abdos pour venir soutenir le périnée, que ce soit vraiment solide. Donc, faites-vous prescrire ces séances-là. Il y en a pas beaucoup à faire. Après, le chemin, il est à faire à la maison ou en cours de pilates. Exactement. Donc, ça vient rajouter vraiment le travail pour que ce soit bénéfique et assez efficace de manière assez rapide pour pouvoir reprendre une vie normale, de porter des charges, porter son bébé, etc. Ça fait partie de la vie normale, et avec des abdos solides et un périnée bien renforcé. Exactement. Bien sûr, voilà, quand on dit vie normale, c'est vraiment juste d'être en capacité de se déplacer et de faire tous les mouvements du quotidien sans se mettre en danger physiquement ou alors d'être en difficulté pour réaliser un geste. Ça, c'est des signes d'alerte qu'il y a besoin d'une rééducation. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que dans notre vie de femme moderne à 1000 à l'heure, où on reprend le travail à 2 mois et demi, ce qui est intéressant en fait, c'est de se dire que j'ai mes rééducs avec le kiné, et que bien évidemment que tous les kinés ne peuvent pas faire tout le chemin pour nous, que après c'est pas mal d'exercices à pratiquer chez soi, mais pratiquer chez soi, ça commence à être comme incompatible si on a encore plus une famille nombreuse. Trouver du temps pour soi, ça devient vraiment casse-tête. Et donc je trouve que c'est vraiment une bonne combinaison de se dire j'ai ma rééduc avec le kiné, et en parallèle j'ai mes cours avec Mathilde ou avec quelqu'un d'autre de pilates, où pendant 1 heure de temps, c'est 1 heure, c'est ça ton créneau, pendant 1 heure de temps, je suis vraiment là pour mettre encore plus en pratique ce que mon kiné m'a appris, et je fais le travail. Et ce qui est fabuleux vraiment, c'est que au bout de quelques semaines à le faire, c'est automatique. Je vais soulever le sac de course, j'engage. J'ai l'engagement. C'est un mouvement réflexe. Je n'ai même plus la conscience d'y penser. Je soulève mon bébé du sol, j'engage mon périnée. Carrément. Et là, on commence à avoir cette autonomie, et ça fait du bien. Ah oui, on peut ça se fait le dire du bien. Ça fait du bien de se sentir solide et plus vide et relâché complètement. Ouais, c'est sûr. Et puis ça permet de reprendre derrière sa pratique sportive de façon pas rapide, mais en tout cas, tu peux reprendre le triathlon si tu as déjà fait une bonne rééducation avant. Ce qui n'est pas mon cas, puisque ma rééducation abdo est arrivée 2 ans après la naissance de mon premier. On peut la faire même 2 ans après. Exactement, on peut la faire 2 ans après. Et du coup, en fait, j'ai appris grâce à Mathilde que j'aurais pu continuer à la faire alors que j'étais enceinte, puisque quand je suis tombée enceinte de ma deuxième, j'ai arrêté. Mais ce sont des fausses croyances, et c'est en ça que pour moi c'est important, parce que il y a aussi, pourquoi on parle de ça, du périnée et du sport pendant la grossesse, l'accouchement, le postpartum, etc. C'est simplement parce que sur notre parentalité, ça a une influence directe. Si je suis bien dans mon corps, si j'arrive à me déplacer, à faire tous les mouvements que je veux sans me sentir gênée, et si en plus de ça, j'ai pris du temps pour moi. Et là, vraiment, je suis ma propre priorité. Quand je viens 1 heure en cours de pilates, il n'y a plus que moi qui compte. Et dans ma tête, ça va mieux. Et donc, quand je reviens après auprès de mes enfants, je me sens disponible. Ouais, complètement. C'est ça, en fait. Ah oui, c'est super que tu relèves ça. C'est clair que prendre soin de soi, c'est prendre soin de sa parentalité aussi, et être beaucoup plus disponible derrière. Exactement. Et c'est primordial, vous êtes la priorité sur votre planning. Exactement. Dans l'avion, on met d'abord son masque à oxygène avant de mettre le masque à son bébé. Exactement. Ma mère me le dit tout le temps. Mais vraiment de prendre ce temps pour soi, c'est bénéfique autant pour le corps que pour le mental, comme je le dis, Exactement. C'est un plus.
Alors Mathilde, si on veut te retrouver quelque part, comment on fait? Dis-nous tout. Alors, vous pouvez me retrouver déjà sur mes réseaux sociaux, vous pouvez suivre toutes les actualités. Comment tu t'appelles sur les réseaux? Mathilde.molly sur Instagram. Ensuite, vous avez mon site internet que vous trouverez dans la barre d'infos d'Instagram. Et ensuite, les cours de Pilates prénatal, c'est à Aix-les-Bains les mardis à 12h20. Il y a des cours également à Annecy le lundi à 12h20. Et on prépare un gros événement pour les futures mamans le 31 mai avec ma collègue Aurélie de Bliss Yoga et Sarah. On va faire ça à Annecy. C'est une journée le 31 mai à noter dans l'agenda. Une journée complète pour les futures mamans avec du pilates, du yoga et des ateliers doula pour préparer sa naissance et son postpartum. Waouh, c'est trop bien. Hein. Ouais, ça donne envie d'être enceinte. Ouais, carrément. Pour s'inscrire, on a juste à te contacter. Directement sur Instagram, vous trouverez soit vous m'écrivez un petit message et je vous guide vers les sites internet. D'accord, sinon, mon site internet directement mathildemolly.fr. Ok, super. Et on peut aussi te trouver sur le nom de Mamma Mia. Bien sûr, Mamma Mia Doula, c'est mon autre compte, pour le coup de Doula. Je suis en train de les lier. D'accord. Donc, on peut se retrouver sur Mathilde Molly. Ça va s'ouvrir ici aussi avec les ateliers Doula. Génial. Merci beaucoup Mathilde pour ton partage aujourd'hui sur Parents Autrement. Merci à toi Pauline, c'était super. Ouais, j'ai vraiment aimé parler de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'écrire. Vous me trouvez sur aussi les réseaux sociaux en tapant la Riviera Doula, comme la Riviera des Alpes d'Aix-les-Bains. Voilà. Et aussi sur Facebook, vous pouvez me trouver en tant que Pauline, la Riviera Doula. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Bonne journée.